Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau numéro de Écho d'Afrique. Alors ce soir, nous allons parler du Mali et ces derniers événements qui se sont produits dans ce pays. Alors tout le monde sait qu'un coup de force ou un coup d'État, appelons-le comme on veut, s'est produit au Mali. Les militaires maliens ont arrêté le président malien accompagné de son Premier ministre pour protester, semble-t-il, contre la nomination d'un gouvernement de transition auquel ils n'ont pas été conviés. La communauté internationale craint une nouvelle période d'instabilité dans un Mali déjà en proie à violences djihadistes et à la contestation sociale. Nous allons revenir, bien entendu, plus en détail sur ce problème, mais avant tout, permettez-moi de vous présenter d'abord mes invités. Alors, Monsieur Jamel Boukrine, journaliste. Bonsoir Jamel, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et Monsieur Ali Bourklaf, vous êtes journaliste au journal Liberté. Merci Bonsoir. Ali d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, je le disais en début d'émission, le Mali est-il en train de vivre son 5e coup d'État depuis son indépendance? Des soldats ont amené le président Bandao et son Premier ministre Mokhtar Ouane au célèbre camp militaire de Kati. C'est-à-dire, c'est là déjà où le président élu Ibrahim Boubacar Keïta a été conduit l'été dernier, dans un pays de 19 millions d'habitants. Sous menace constante djihadiste, 20 civils ont été récemment tués à Gao, dans le nord du pays. Il y a une quinzaine de jours, une grève générale qui pointe à l'horizon. Les autorités civiles manquent de financement et manquent surtout de vision politique. Et dans tout ça, les militaires ne veulent rien lâcher. Jamel, est-ce qu'on peut parler dans ce contexte-là de coup de force ou d'un coup d'État dans un coup d'État en tenant compte du récent coup d'État qui s'est opéré il n'y a même pas une année? Tout dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de la junte, c'est un redressement. C'est une rectification d'une démarche que le président et son Premier ministre ont violée. Si on se place du côté de la communauté internationale, notamment de la France, qui est fortement présente au Mali par sa force Barkhane, c'est un coup d'État. C'est aussi l'avis de la CEDEAO. Quand on revient بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. À ce qui se passe actuellement au Mali et ce qui se passe depuis un certain nombre de temps, depuis un certain temps, c'est que le gouvernement, enfin le Premier ministre et le président qui ont été désignés par la junte, ont essayé de s'émanciper de la junte en nommant un gouvernement dans lequel on retrouve toutes les forces politiques, sauf celle donc, dite du mouvement du 5 juin qui a chassé Ibeka du pouvoir. Et Ibeka, bien sûr, Ibrahim c'est Ibrahim Keïta. Et ce gouvernement aussi a commis l'impair donc de dégager du gouvernement le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, donc le ministre de l'Intérieur, 2 membres de la junte, pour les remplacer par 2 généraux qui étaient pro-Keïta. Le ministre de la Défense donc, du gouvernement qui a été nommé la semaine passée, le 24 mai, c'était l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense, et c'est lui qui a entamé un peu les premiers contacts avec les groupes armés. Ça, c'est le point de vue de la junte. Quand vous dites les groupes armés, Jamal, c'est vous dire les militaires? J'y arrive. Non, les groupes armés djihadistes. Du côté de la France, notamment, qui parle de coup d'État et qui menace aujourd'hui de se retirer, c'est un coup d'État. Maintenant, nous, en tant qu'Algériens, en tant que pays voisin, on doit peut-être nous poser la question pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement et à qui profite l'instabilité actuelle. À mon avis, la junte, notamment le nouveau président de la junte, Assimi, lui, qui est connu pour être un pro, Mahmoud Dikou, le chef religieux, et aussi un élément qui est très proche du mouvement du 5 juin, veut, en tant qu'ancien militaire qui a été mis en prison en 2012, arrêté par les groupes armés en 2012, veut aujourd'hui ouvrir le dialogue avec les groupes armés. Mais il veut l'ouvrir par le biais de Diko. Les autres, le Ibeka, à l'époque, les 2 généraux qui ont été nommés, et la France, pour ne pas la citer, est favorable à l'ouverture d'un dialogue avec les groupes armés, mais par le biais de Riyad Ag Ghali, le chef. Pas le chef de Zawad, non, le chef des insurgés du Nord. Des insurgés du Nord, mais des terroristes. Enfin, pas des djihadistes du Nord. Des djihadistes, c'est Ansar, qui était ex-Ansar Din, qui est devenu un peu maintenant le représentant d'Al-Qaïda au Mali. Pourquoi avec lui? Tout simplement parce que, si on se souvient, en octobre dernier, le gouvernement avait libéré 207 terroristes, offert 10, 20, 30 millions d'euros, tout dépend des sources, contre une libération de 4 prisonniers ou de 4 otages. Parce qu'en fait, donc si on revient plus concrètement, aujourd'hui, le problème qui est posé au Mali, à Bamako, c'est les deux courants sont d'accord pour l'ouverture de pourparlers avec les groupes armés, parce qu'on se rend compte, 9 ans après l'intervention militaire, que non seulement ça n'avance pas, mais les groupes armés ont pris de l'ampleur. Aujourd'hui, 80% du territoire malien est aux mains des groupes armés. Ouais. Jamal, nous allons revenir en détail sur tout ce que vous venez de dire maintenant. Je me retourne vers vous, Ali. Est-ce que vous pensez que
toute cette confrontation entre l'exécutif d'une part, c'est-à-dire le président, son premier ministre, d'un côté, et les militaires d'un autre, ce n'est pas une guerre par procuration des grandes puissances, c'est-à-dire que le couple de l'exécutif, c'est-à-dire le président et son premier ministre, sont aux intérêts français, et les militaires, semble-t-il, sont aux ordres de Moscou. Si on n'est pas devant une guerre par procuration. Écoutez, avant de répondre à la question, j'ouvre une petite parenthèse. On parlait tout à l'heure de groupes armés. Il n'y a pas que les groupes djihadistes qui sont dans le nord, notamment dans le nord. Il y a le Amanallah, par exemple, qui n'est pas un groupe djihadiste, le mouvement pour la libération de l'Azawad, qui est un mouvement indépendantiste donc de l'Azawad du nord. Il y a aussi un mouvement qui soutient les Touaregs arabes du nord. Et il y a d'autres groupes aussi. Mais il y a aussi, on a oublié un détail très important, il y a les bandits, il y a les groupes de mafieux, si on peut les appeler. Qui n'ont rien à voir avec les groupes djihadistes. Qui n'ont rien du tout, et qui font dans le trafic d'armes, de trafic de drogue, de stupéfiants et de cigarettes et d'autres marchandises, donc qui écument cette région-là et qui notamment profitent de la pauvreté de la population pour recruter des jeunes dans la région et pour financer certains projets, certains à l'image de la mafia italienne. La guerre par procuration est à mon sens inévitable dans une situation comme ça, parce que ce sont malheureusement des États qui n'arrivent pas à gérer la situation dans leur pays. Jamal disait tout à l'heure que l'État malien ne contrôle pas plus de 20% du territoire. Quand vous avez un État aussi immense, géographiquement aussi grand, c'est l'un des États les plus grands en Afrique, le troisième ou le quatrième en Afrique, et quand vous avez un PIB qui ne dépasse pas les 17 milliards de dollars et que vous avez une population l'une des plus pauvres de la planète, une économie l'une des plus pauvres de la planète, vous n'avez pas la pleine souveraineté sur votre territoire. Il est évident que avec l'intervention des militaires français, le peu de richesse que peut présenter le Mali et la situation politique aidant fait que ça attire les puissances étrangères. Ça commence par la France, bien entendu, qui défend son périmètre d'anciennes colonies françaises, mais il y a aussi la Chine qui a commencé à mettre son nez. La Turquie récemment, avec l'arrivée des groupes djihadistes, puisqu'elle les finance, certains pays du Golfe qui financent, j'arrive, la Russie qui est en train d'être appelée à la rescousse par une partie de la JET, donc de l'armée malienne. Nous avons vu qu'il y a eu même des manifestations récemment de milliers de Maliens qui réclament le départ de l'armée française et l'arrivée de l'armée russe pour remplacer, mais en fait, en réalité... L'armée malienne est équipée exclusivement de matériel russe. Et quel matériel? C'est une armée, comme l'État malien est très pauvre, donc effectivement ils ont du matériel russe, effectivement, mais en même temps, par exemple des États comme tous les États de la région n'ont pas d'avions de chasse, par exemple, pour chasser les groupes armés qui écument dans le nord, ainsi de suite. Donc ils ont besoin de... Absolument, ils ont besoin d'armement, ils ont besoin de financement, ils ont besoin ils ont besoin de présence étrangère. Surtout, ils ont besoin de protection, et là, ils veulent profiter un peu de la volonté de la Russie d'étendre un peu ses zones d'influence à des régions plus éloignées que son périmètre géographique immédiat, et ils ont fait appel à la Russie, mais je pense que la France n'a pas encore dit dans son dernier mot, et les pays aussi de la région essayent de jouer un peu les influenceurs avec l'aide notamment des Américains qui ne vont pas laisser la situation, mais il est évident que la situation actuelle du Mali encourage de l'ingérence étrangère, et plus grave encore, ça ouvre la voie à des groupes djihadistes encore plus organisés et mieux équipés qui viendraient notamment de l'Afrique subsaharienne, et probablement ceux qui vont fuir la Libye avec le règlement qui commence à avoir le jour dans ce pays. Mais dans tout ça, Jamal aussi, comment expliquez-vous la récente déclaration de Macron qui menace manu militari que si le Mali basculait dans une islamisation radicale, il allait retirer ses troupes? Est-ce que vous pensez qu'il est sincère dans sa déclaration? Il fait un peu dans l'esbrouf, parce que le même Macron avait déclaré il y a une semaine, en se rendant, donc, en discutant avec le fils du président Déby au Tchad, en disant que la France, elle est là. Parce que la France a un espace à préserver au niveau du Sahel, du moins, et aussi au niveau d'Afrique de l'Ouest. C'est un peu son domaine de prédilection. Donc la France ne peut pas, elle menace. Je disais tout à l'heure que le véritable problème qui se pose aujourd'hui au Mali, c'est les négociations, mais avec qui? La France voudrait négocier avec quelqu'un qu'elle a essayé d'encourager, de former. C'était Liag Agrali. Son candidat. Parce qu'elle veut en faire de lui le fer de lance
de sa politique dans la région. De ses intérêts, parce que quand on parle de groupes, il n'y a pas nécessairement des groupes islamistes, il y a aussi des groupes armés, mafieux, tout ce qu'on veut. Il y a une jonction de plusieurs. Il y a une jonction d'intérêts, c'est un peu les narcotrafiquants et tout ça. Ils travaillent ensemble. Elle veut utiliser ce bonhomme. Et la junte, qui elle, la junte, les responsables de la junte actuelle, qui eux ont ce point commun à savoir que c'était des militaires de terrain, notamment comme Assimi, qui était un ancien chef d'un bataillon dans le nord, Une force spéciale surtout. veulent négocier, mais avec une partie des groupes armés, pas tous, et par le biais de chefs religieux, qui lui a un impact, mais il a cette qualité d'être un patriote. Parce qu'il est favorable à un projet de société où il y a la religion, mais il y a aussi le respect des valeurs sociétales maliennes. Ce qui n'est pas le cas d'El-Ghali qui a offert ce service il y a une vingtaine d'années à Kadhafi. Et qui a fait allégeance à tous les chefs d'Al-Qaïda. Donc toute la problématique, aujourd'hui, elle est là. Mais si vous permettez, moi je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Mali et au niveau du Sahel, nous sommes en train d'assister, malheureusement, à la transformation de cette région en une zone où s'opère une nouvelle guerre froide entre toutes les puissances du monde. Et en tant que pays voisins, nous sommes interpellés parce que nous devons faire quelque chose pour que l'État malien, le peu d'État malien qu'il y a aujourd'hui, soit préservé et ne s'effondre pas. Parce que si le Mali venait demain, pour une raison ou pour une autre, à s'effondrer, à être déclaré comme étant un État failli, c'est une prime à tous les groupes terroristes dans la région. C'est une manière de leur donner une victoire sur l'ensemble des militaires qui sont là-bas, parce qu'il y a les Français, il y a la MINUSMA, il y a les Américains, il y a les Européens. il y a tout le monde qui est là-bas. Ça va leur donner des illusions de puissance et une prime. Ils vont probablement prendre en otage, non pas uniquement le Mali, mais toute la région du Sahel. Mais justement, Jamel, devant tout ça, on a l'impression qu'il n'y a plus d'État dans le Mali. Il n'y a plus d'État. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, ou du moins il n'y a pas grand-chose. Alors, si vous voulez, les militaires, en anticipant sur leur éventuelle mise à l'écart par le groupe exécutif, c'est pour ça qu'ils sont intervenus. Ils ne condamnent pas, à votre avis, le Mali à rester éternellement entre les mains des militaires? D'abord, il faut préciser que ce sont, parce que Jamel le disait tout à l'heure, que dans le gouvernement qui a été contesté par l'actuel chef de l'armée, il y avait des militaires. Mais c'est des militaires qui ne sont pas de son clan ou de son groupe. Ouais. Le président était militaire, Tout à fait. un retraité. Oui, monsieur. Oui, tout à fait. C'est un ancien militaire. Un colonel retraité. Mais le ministère de la Défense et de l'Intérieur étaient aussi des généraux qui étaient en place. Et le malheur aussi de ces pays-là, comme il y a d'autres pays aussi de la région qui ont le même problème, c'est que ce ne sont même pas les militaires les plus gradés, les mieux gradés qui sont à la tête des États qui gèrent donc ces gens-là. Oui. Donc, les militaires actuels, ils ne veulent bien sûr pas être poursuivis demain pour putsch ou pour des meurtres, parce qu'il y a eu certainement des dépassements, notamment lorsque les manifestations ont été réprimées. Mais vous constaterez avec moi que c'est à peu près le même scénario que se répète depuis très longtemps. On a vécu parfois des transitions qui ont duré 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même avec Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le résultat d'un coup d'État qui s'est transformé par la suite en un semblant d'état civil, mais qui a été fini par un coup d'État. Ça a toujours été le même scénario. Et à chaque fois qu'un chef militaire opère un coup d'État, il essaye de donner l'impression de transmettre le pouvoir aux civils, mais bis repetita, quelques années après, ça se répète. En fin de compte, la lame de fond de ces problèmes-là, vous avez bien sûr la présence étrangère, mais aussi il y a la pauvreté économique criarde qui pose ces gens-là à s'entretuer. Et le gros de la crise que connaît le Mali depuis des années, qui a conduit par exemple à l'accord d'Alger en 2015, c'est que
le pouvoir a toujours été, Jamal, il connaît mieux le sujet, il me corrige si je me trompe, le pouvoir a toujours été détenu par une poignée de la minorité du Sud. Et que le nord du Mali, qui est immense, qui est énorme et désertique, est souvent abandonné à son triste sort, ce qui pousse les populations de ces régions-là à s'allier avec des groupes armés, soit des bandits, soit des groupes djihadistes, et qui fait qu'à chaque fois, on essaye de trouver des solutions. Il y a même des revendications d'indépendance de certaines régions du nord. Donc, le fond du problème du Mali, c'est la pauvreté déjà économique. C'est un pays aride qui n'a pas beaucoup de ressources et qui est mal sorti entre guillemets de la colonisation parce que les Français n'ont rien fait, n'ont même pas laissé. Donc la présence française là-bas est pour rien. Je n'ai pas dit qu'elle est pour rien, mais la France a toujours essayé de maintenir un peu, on laisse ce pays-là pour que ça n'échappe pas, mais contrairement par exemple au Niger qui a des richesses avérées que les entreprises françaises exploitent et qu'ils essayent de gérer avec ça le pouvoir au Niger. Au Mali, il n'y a pas grand-chose à exploiter à part un peu d'agriculture. L'uranium, c'est beaucoup plus le Niger. Le Mali, c'est beaucoup plus certains produits agricoles et maraîchers, mais le reste du Mali, c'est un pays beaucoup plus la pauvre. Position géostratégique du Mali. C'est la position, effectivement. Parce géostratégique du Mali qui fait appel aux grandes puissances étrangères. Tout à fait. Il est au cœur du Sahara, donc du Grand Sahel, qui donne sur l'ouest de l'Afrique et sur l'est et sur le nord de l'Afrique. Donc, c'est une plaque tournante pour toutes les organisations et la France tient toujours à rester sur cette position. Et justement, Jamal, en tenant compte de toute cette instabilité chronique dans le Mali, ne pensez-vous pas qu'elle peut représenter à terme un danger pour le flanc sud de l'Algérie? Ce qui se passe actuellement au Mali risque de s'étendre à l'ensemble des pays du Sahel. Et l'Algérie a... On est partie prenante. Nous sommes concernés en premier lieu. Les frontières que nous avons avec le Mali, avec le Niger, avec la Libye sont considérables. C'est à peu près 2000 km au bas mot. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, il faut que la communauté internationale, il faut que les pays voisins, il faut que l'Union africaine, il faut que le Conseil de sécurité et de la paix donc, africain prennent la mesure du danger. Parce que les mêmes causes engendront les mêmes effets. Aujourd'hui, effectivement, comme il a rappelé Ali, c'est que à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui arrive, ça parle de transition. Bon, même l'actuel président, on peut parler de putschiste, promet de maintenir les délais, donc l'année prochaine, il va y avoir des élections présidentielles, législatives et une révision de la Constitution. Mais comment il va le faire, on ne sait pas. Avec qui et avec quoi, on ne sait pas. Parce que le problème du Mali, c'est effectivement la pauvreté, mais c'est aussi un problème de gestion. Parce que le Mali, qu'on le veut ou pas, c'est un gros producteur de coton. C'est le quatrième producteur africain au niveau de l'or. 66 tonnes par an, c'est pas beaucoup, mais c'est pas aussi négligeable. Mais c'est aussi un pays qui fait les affaires d'un certain nombre de sociétés internationales, de multinationales, pour ce qui est de l'or. C'est un peu comme Areva le fait en Niger. Donc il faut que ça cesse. Mais si les Maliens se prennent en charge, l'optique qui est préconisée par la nouvelle JET, c'est de faire front à partir donc, de cette semaine, parce qu'on s'approche de la date du 5 juin, il va y avoir des manifs pour commémorer le premier anniversaire donc, de la marche du 5 juin. Et là, DECO, enfin les sympathisants d'ECO qui se sont retirés un peu de tout, de l'affaire politique, vont revenir sur la scène, parce qu'ils vont marcher à Bamako, avec les gens du M5. Et le Assimi promet de nommer un chef du gouvernement, probablement membre, un des éléments qui ont fait, un des acteurs principaux du M5. On parle de Maïga, Maïga. Et bon, même si c'est quelqu'un qui a été de tous les gouvernements, mais il semblerait qu'il ait une certaine cote positive au Mali. Est-ce que la communauté internationale va le laisser faire?
Parce qu'avec les embargos dont on parle, les menaces de fermeture d'intérêt, est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le Mali va occuper le devant de la scène pour les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois. D'accord, Jamal, mais en tenant compte de la position géostratégique du Mali, comme elle a tout à l'heure dit Ali, est-ce que vous pensez que, de par sa position géostratégique très importante, quand même, il est au cœur de la bande sahélo-saharienne, le Mali est condamné à être la visée des grandes puissances internationales, d'où l'instabilité chronique de ce pays? Je pense qu'on est parti pour que ça soit le cas, du moins pour les prochaines années, parce que vous imaginez très bien que la France ne veut pas lâcher facilement une proie aussi, j'utilise les termes entre guillemets, aussi précieuse, et parce que c'est aussi le fer de lance pour la France, En cas d'intervention, on peut. tout à fait dans toute la zone. C'est les militaires français qui ont sauvé Idriss Déby avant qu'il soit tué. C'est la France aussi qui surveille une partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc la France ne va pas lâcher. Mais aussi il y a l'arrivée des Turcs, comme je le disais, des pays du Golfe, qui essayent de trouver en la pauvreté des populations locales un bon gisement pour l'implantation de ce qu'ils pourraient appeler les projets d'investissement, mais en même temps, en parallèle, et c'est ce qui est navrant, c'est que beaucoup de ces pays-là financent des groupes de djihadistes pour qu'ils puissent avoir de l'influence dans la zone. Et à cela, il faut ajouter, bien entendu, les projets expansionnistes des Russes qui essayent de sortir un peu de l'embargo qui est imposé sur Moscou par l'OTAN et les Occidentaux, qui essayent d'étendre un peu sa zone d'influence après avoir essayé d'influencer un peu en Libye, avec la crise qu'on a connue dans la mer Méditerranée orientale. Et la Russie essaye d'investir dans certains pays du Sahel pour être présente, pour notamment prendre l'exemple sur la Chine, même si contrairement aux Français, aux Américains, ils essayent de ne pas montrer l'image d'un pays envahisseur ou occupant, en évitant notamment d'envoyer des troupes, du moins en grand nombre. Il y a une présence américaine quand même, elle est très discrète. Bien sûr, bien sûr. Les Américains sont présents, les Russes sont présents en Libye, sont présents au Soudan, en Centrafrique, au Mali, Au Tchad aussi. au Tchad aussi. Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est toute la zone du Sahel qui va de la Mauritanie jusqu'à Djibouti qui est condamnée à connaître une instabilité, à connaître des moments de violence. C'est pour forcer un peu les pays de la région à ne pas sortir de ce développement et de la misère. De la dépendance surtout. De la dépendance, parce qu'il y a des projets qui se font, qui se dessinent, qui s'élaborent aujourd'hui pour l'Afrique. Parce qu'entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire. C'est des projets qui remontent à la fin des années 70, donc depuis la partition du Soudan. Soudan, oui. Et à la partition qui se dessine selon pas mal de spécialistes français au Mali, parce qu'on est en train d'encourager, de remettre sur scène le MNL au Mali en force, pour dire qu'à la limite, il n'a que faire des gens du Sud qui l'ont abandonné. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire. Il y a la Libye, on parle de partition aussi des trois éléments. Donc c'est pour vous dire que c'est toute la région du Sahel qui est vouée pratiquement, qui est condamnée par les puissances étrangères, par tout le venant qui intervient ici, chez nous. Donc, parce qu'on est concerné. On est concerné, oui, qu'on le veuille ou pas, on est concerné, non, par l'instabilité dans la région. Ouais. Voilà, après, Donc, messieurs, je pense qu'on a fait un petit tour de la chose sur ce qui s'est passé récemment au Mali. Encore une fois, Jamal, merci d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces détails. Ali aussi. Merci beaucoup. Madame, monsieur, très bonne fin de soirée. Au revoir.
Thank you.